La Révolution française est un événement majeur de la fin du XVIIIe siècle. Elle constitue une rupture considérable, abolissant la monarchie, inventant de nouveaux rapports sociaux. Nous allons vous la présenter sous divers angles. Des membres du clergé ont rejoint le tiers-état, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, Monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Ouvrez les menus dans les yeux! Ouvrez! Renforçons les grilles! Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Il a raison. Au jeu de paume. Allez, asseyez-vous dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Le serment du jeu de paume est un tableau réalisé par David. Le 20 juin 1789, les députés du tiers-état juraient solennellement de ne pas se séparer avant l'élaboration d'une constitution. Un an plus tard, David décidait d'immortaliser la scène. Le 28 octobre 1790, il présente son projet, un tableau de 7 mètres sur 10 destiné à l'Assemblée nationale. Après une année de croquis, d'études sur nature, il achevait le dessin d'ensemble de la Constitution et attaquait enfin sa toile. Selon son habitude, il commençait par dessiner les figures et les corps nus avant de les peindre en habit. Seulement cette fois, David n'a peint que 3 mains et 4 visages. Son ami Dubois-Crancé, le père Gérard, Mirabeau et Barnave. Mais la belle unité du début de la Révolution n'a pas duré. Fallait-il laisser sur le tableau ces hommes qui étaient désormais considérés comme des traîtres et pour certains déjà guillotinés? David se posait la question. Et puis le travail était énorme, l'argent manquait. Enfin, l'engagement politique du peintre l'accaparait de plus en plus. Bref, il ne terminera jamais son tableau. Heureusement, ses disciples s'en chargeront et tous se serviront de sa composition comme modèle. Dans la composition d'ensemble, exposée à Versailles, les députés sont regroupés au-delà d'une ligne fictive, comme sur la scène d'un théâtre, laissant ainsi au public l'illusion d'appartenir à l'autre moitié des spectateurs de la scène. Cette théâtralité est encore relevée par la gestuelle survoltée des députés prêtant serment. Le trio du premier plan représente le clergé, la noblesse et le tiers-état. L'orateur central, Jean-Sylvain Bailly, lit le serment en levant la main d'un geste solennel. La lumière provient quant à elle du haut à gauche et semble suivre le vent derrière le rideau. Elle symbolise en fait le souffle populaire. Pour ce qui est des couleurs, on remarque les contrastes entre les couleurs chaudes et les couleurs froides qui permettent de mettre en avant certains personnages. La Carmagnole est une chanson populaire et anonyme chantée par les révolutionnaires. Elle date de 1792, au moment où l'Assemblée vote la convocation de la Convention et l'emprisonnement du roi. La Carmagnole viendrait d'un chant piémont ou aurait été écrite à Marseille. Il y en a eu plusieurs versions avec des couplets différents.
L'auteur est resté anonyme car il était dangereux pour lui de le revendiquer tant cette chanson est engagée, mais certaines personnes pensent que l'auteur était une femme au vu de certaines tournures de phrases. La carmagnole est une veste portée par les sans-culottes pendant la Révolution française qui a inspiré cette chanson, mais c'est aussi une danse effectuée en chantant dans les rues et parfois autour des guillotines. Des années après, la carmagnole a été chantée par des chanteurs tels que Armand Mestral en 1966 ou encore Johnny Hallyday en 1967. Le titre ou des extraits de la chanson sont souvent mentionnés dans des poèmes tels que 31 octobre d'Eugène Pottier ou dans des livres tels que Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Si l'on regarde attentivement les paroles, on peut voir des détails faisant allusion à des événements de la Révolution. Monsieur et Madame Veto sont les surnoms de Louis XVI et Marie-Antoinette. Ils leur ont été donnés après que Louis XVI ait reçu le droit de veto à l'Assemblée législative. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Le couplet sur les Suisses fait référence aux événements du palais des Tuileries où la garde suisse venue en renfort protégeait le roi et sa famille et où de nombreux gardes furent tués par la foule. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Marie-Antoinette est une biographie de la reine Marie-Antoinette d'Autriche, écrite par Stefan Zweig en 1933. Cette biographie s'appuie sur les archives de l'Empire autrichien et sur la correspondance du comte Axel de Fersen. Zweig fut le premier à pouvoir les consulter intégralement. Il retrace la vie de cette reine, ni sainte du royalisme, ni prostituée de la Révolution, mais une femme, en somme, tout ordinaire. Stefan Zweig détaille la vie de Marie-Antoinette durant la Révolution française. Il écrit: Elle ne quitte plus le palais, car il y a longtemps qu'elle ne peut plus sortir dans son jardin, sans entendre le peuple chanter. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Dans ce livre, nous avons décidé de présenter le procès et l'exécution de Marie-Antoinette. Le procès de Marie-Antoinette débute le 12 octobre 1793. Les débats dureront 3 jours. Herman, le président, lui pose ces questions. C'est vous qui avez appris à Louis Capet cette heure de profonde dissimulation avec laquelle il a trompé trop longtemps le bon peuple français, qui ne se doutait pas qu'on pût porter à tel degré la scélératesse et la perfidie? Oui, le peuple a été trompé, il l'a été cruellement, mais ce n'était ni par mon mari ni par moi, mais par ceux qui y avaient intérêt, et ce n'était pas le nôtre de tromper. Le bonheur de la France est celui que je désire par-dessus tout. Pensez-vous que les rois soient nécessaires au bonheur du peuple? Un individu ne peut pas décider de cette chose. Puis, les jurés délibérèrent à 4 heures du matin. Ils déclarèrent Marie-Antoinette coupable des crimes qui lui étaient imputés. Cependant, Marie-Antoinette eut le droit d'écrire une lettre qu'elle écrira à la sœur de Louis XVI. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée. Non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur. Je demande pardon à tous ceux que je connais, et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que sans le vouloir j'aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis, l'idée d'en être séparés pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent au moins que jusqu'à mon dernier moment j'ai pensé à eux. Adieu ma bonne et tendre sœur, puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu, adieu, je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre. Mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot et que je le traiterai comme un être absolument étranger. La lettre s'arrête là, brusquement, sans formule finale, sans signature. Sans doute Marie-Antoinette a-t-elle été vaincue par la fatigue.
Le lendemain, c'est l'exécution. C'est l'heure, citoyenne. Excusez-moi, monsieur. Courage.